Je suis Anne Delvin, je suis historienne de l'art et j'étudie ici à l'église du Sablon à Bruxelles 2 volets de panneaux peints des 2 côtés, donc avers et revers, qui représentent des donateurs, la famille de Tisnac, donc Charles de Tisnac et ses 2 fils, et sa femme, Catherine Boiseau, et sa fille, Catherine. Donc on sait très bien qui sont représentés sur ces panneaux, mais qui font partie d'un triptyque. Donc le panneau central, lui, par contre, a disparu et on ne sait pas ce qu'il représente. D'ailleurs, l'histoire de ces tableaux est énigmatique, puisqu'on n'a pas vraiment de traces dans le passé, on n'a pas beaucoup de traces de leur histoire dans le passé. Ils datent entre 1570 et 1573, puisque le donateur qui a présenté meurt en 1573 et il revient à Bruxelles en 1570, début 1570. Donc on sait dater précisément ces tableaux, mais leur auteur est anonyme. Nous avons, il y a une dizaine d'années, constitué un fonds des amis de l'église Notre-Dame au Sablon, afin de pouvoir restaurer ces œuvres d'art parce que leur état était souvent pitoyable. Alors on a fait déjà beaucoup de choses, et surtout au niveau tableau, et c'est 4 fois Madame Sophie Mortier à qui nous avons fait appel pour la restauration, et le diptyque de Charles de Tisnac dont nous nous occupons maintenant, c'est encore elle qui l'a fait, et grâce à cette restauration, comme elle vous l'a expliqué, on a découvert la face arrière qui était totalement inconnue. Voilà, j'ai eu la chance d'être contactée tout au début pour une restauration dans cette église d'une Vierge à l'Enfant dont on ne connaissait pas vraiment l'auteur. Et puis grâce au docteur Anne Delvin et au docteur Jos van der Roera, qui sont 2 grands chercheurs en histoire de l'art, j'ai eu l'occasion d'être appelée pour la restauration de cette Vierge à l'Enfant. Ensuite, après cette restauration-là, on m'a confié une autre restauration en collaboration avec Michel Romadotti, qui est une Assomption ici dans l'église que vous pouvez observer là. Enfin, j'ai restauré l'année passée une Annonciation et ensuite on m'a demandé de venir voir ces fameux volets très très grands sur bois qui étaient fixés au mur, et donc j'ai été les voir, étonnée de ne voir qu'il n'y avait aucune photo dans les archives du revers des volets. Donc j'ai pris mon téléphone pour le passer derrière le volet et voir si, comme très souvent, les volets sont en général doublement peints. Et donc, du côté donateur qui était visible, au revers, en effet, il y avait une autre peinture comme attendu. Et donc, nous avons réussi à convaincre tout le monde de pouvoir déposer les volets, découvrir la face cachée de ces volets qui n'étaient plus visibles depuis très très longtemps et dont personne n'avait de photos. Et donc c'était très intéressant. Alors pour la restauration du tableau en soi, j'ai d'abord commencé par la face visible par le public depuis très longtemps. Et donc les tableaux étaient très très encrassés là depuis très longtemps, donc des encrassements superficiels importants, comme dans toute église et autres monuments anciens. Il avait également subi plusieurs restaurations, notamment par un peintre du début du XXe, fin 19, début XXe, Émile Vautier, qui était également restaurateur. Comme j'ai eu l'occasion de travailler sur 3 œuvres, mais 2 autres œuvres où il avait signé ses restaurations, j'ai eu le pressentiment ici, dans mes études de solubilité, mes recherches, etc., qu'il avait également touché ces volets. Et par après, dans les recherches en archives, on est tombé sur les preuves que Émile Vautier avait bien restauré les diptyques, ce volet, pardon, pas ce diptyque, ces volets qui viennent donc d'un triptyque, mais dont le panneau central n'est plus là. Quand on a dépendu les tableaux pour les restaurer, eh bien, on a découvert qu'au revers, il y avait une autre scène
qui est une scène qui était représentée, qui était visible, qui était peinte. C'est un Olimétangereux, un épisode issu de l'évangile de Jean, où Marie-Madeleine veut toucher, reconnaît le Christ ressuscité et veut le toucher, et le Christ s'éloigne d'elle et lui dit « ne me touche pas », donc un Olimétangereux. Alors cette scène était inconnue jusqu'ici, là non plus, il n'y a aucune trace dans les archives anciennes ni modernes, donc c'est vraiment une découverte que l'on a faite ici à l'occasion de la restauration des panneaux. Et il se trouve que ce Olimétangereux est tout à fait particulier, tout à fait spécial, en fait parce qu'il copie, c'est une variante d'un tableau de Titien, donc un grand maître de la Renaissance vénitienne, un tableau que Titien a peint à Venise en 1553 pour Bruxelles, pour la gouvernante des Pays-Bas, qui était Marie de Hongrie. Il a été visible à Bruxelles uniquement 2 ou 3 années, puisque Marie de Hongrie prend le tableau avec elle en 1556, quand elle quitte Bruxelles pour retourner à Madrid. Et là aussi, l'histoire est assez passionnante, c'est-à-dire que ce tableau, malheureusement, va être détruit, et copié juste avant d'être détruit, parce qu'il a subi des dommages, on ne sait pas très bien lesquels, il ne reste plus que la tête du Christ, et en fait il était copié par un artiste espagnol. Donc ici le revers Tisnac des volets Tisnac et la copie qui existe en Espagne, ce sont les 2 seuls témoignages de ce tableau de Titien. Pour la restauration elle-même, j'ai donc effectué un nettoyage superficiel déjà à sec, dépoussiérage, etc., avec des éponges smoke sponge, avec des nettoyages à sec tout à fait spécifiques. Ensuite, il y a des tests qui ont été faits de solubilité sur l'encrassement et j'ai utilisé des nouvelles techniques, c'est-à-dire les techniques de gel qui sont apposées notamment sur des papiers lens. Un papier spécifique qui est utilisé en restauration et qui aide justement à enlever certaines couches d'encrassement, certains vernis, sans justement que les solvants puissent agresser les couches sous-jacentes. Donc on frotte beaucoup moins, puisque dans le temps on utilisait beaucoup de coton avec des solvants libres qui pouvaient justement pénétrer très fort dans la couche picturale, usée par force de frottement mécanique. Avec ces nouveaux systèmes, on a beaucoup moins justement d'agression de la couche picturale, puisqu'on reste vraiment en superficie et on enlève exactement que la couche qu'on veut vraiment enlever. Donc il y a eu un travail de nettoyage d'abord très, très important, puisque l'encrassement était très épais. Ensuite, j'ai pu enlever une première couche de vernis. Je suis ensuite tombée sur les retouches de monsieur Émile Vautier, qui sont à l'huile, que j'ai dû enlever avec d'autres solvants, toujours en gel sur le papier lens. Après avoir enlevé ces retouches, j'ai dû enlever un second vernis, et après ce vernis-là, j'ai dû enlever certaines anciennes retouches qui sont beaucoup plus difficiles à enlever et qui, elles, doivent être enlevées avec des lunettes loupe. Et donc, je n'ai pas de microscope ici, ce n'est pas possible, mais les lunettes loupe permettent d'enlever délicatement tous les anciens repeints à l'huile sous loupe et donc au scalpel de façon mécanique. Après ça, évidemment, nous sommes sur la couche picturale avec toutes ces dégradations, qui est, si vous voulez, nue de toutes les restaurations et retouches antérieures. Et donc à ce moment-là, soit on mastique les parties qui sont structurellement abîmées, et ensuite on passe à un travail de revernissage, une fois que les solvants et tout ça que j'ai utilisés se sont bien évaporés. Et ensuite on passe au travail de réintégration, donc de retouche, qui elle aussi est faite avec les derniers produits tout à fait adaptés en conservation-restauration. C'est-à-dire qu'on fait une première retouche de base à l'aquarelle et une seconde retouche au Paraloid B72, qui est un vernis de conservation avec des pigments. Voilà. Ce qu'il y avait de particulier à ce tableau, dont on connaissait que la face avant, c'est la grande qualité. Donc on voit que c'est d'un grand maître. On trouve même que c'est
plus joli que celui qui fait face du célèbre Michel Coxy. Donc on espère pouvoir identifier rapidement l'auteur de cette peinture, mais malheureusement notre église souffre d'un problème, c'est que les archives de l'église ont été entièrement détruites lors du bombardement de Bruxelles par le marquis de Villeroy, donc fin du XVIIe, puisque les arbalétriers avaient leur local sur la Grand Place, dans ce qu'on appelle encore maintenant les maisons du roi. C'est le roi des arbalétriers. Et donc toutes les archives ont disparu, sans quoi il aurait été facile peut-être de savoir qui était le peintre de ce triptyque. Alors il y a une part de mystère qui entoure Charles de Tisnac, parce qu'en fait c'est une période qui est des plus troublées, c'est l'époque de l'émergence de la Réforme, de Luther, du calvinisme, et il y a des révoltes, des guerres de religion qui se profilent, l'iconoclasme qui se profile dans les Pays-Bas et à Bruxelles en 1566. Et le panneau, justement, l'exécution des panneaux se situe à cette période-là, quand Charles de Tisnac revient de Madrid, et en 1570, le duc d'Albe est à Bruxelles et fait régner la terreur, parce qu'il veut absolument rétablir la foi catholique, dans toute son importance, sa puissance. Et Charles de Tisnac a été un moment soupçonné de faire fuiter certaines informations quand il était en Espagne. Il s'occupait de la correspondance entre l'Espagne, puisqu'il travaillait au plus près du roi d'Espagne. Il était garde des sceaux de Philippe II d'Espagne. Donc il s'occupait de la correspondance privée et secrète du roi Philippe II et de Marguerite de Parme, ici aux Pays-Bas. Et il aurait divulgué des informations secrètes au sujet justement de personnages de nobles qui auraient des accointances avec la réforme calviniste. Donc on l'aurait soupçonné à un moment donné de participer à la fronde, donc anti-catholique. Donc peut-être a-t-il été mis un peu sur le côté, malgré le fait qu'il était nommé président du conseil privé ici dans les Pays-Bas, à Bruxelles, en 1570. Donc il aurait peut-être été soupçonné. Donc il y a peut-être des informations ou des archives ont-elles disparu. Peut-être son nom a-t-il été effacé d'une certaine manière dans les décennies suivant l'exécution du panneau. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de traces de cette œuvre dans les archives. Et après la mort de Tisnac subite, apparemment il serait mort dans le dénuement, alors qu'il occupait des fonctions très importantes au sein de l'État, au sein du gouvernement des Pays-Bas espagnols. Eh ben, il serait mort pauvre. Donc ce qui serait un peu un signe de sa probité, de sa droiture. Voilà. Alors donc, le panneau central de ce triptyque a disparu, on n'en connaît pas le sujet. Et évidemment, lors de recherches d'archives, dans les sources, par le croisement de sources, on espère toujours évidemment retomber sur une mention qui nous aiguillerait, qui nous renseignerait sur ce panneau central qui a disparu à un moment donné, mais là aussi on ignore complètement quand. Peut-être peu de temps après l'exécution du triptyque, puisque l'église ici du Sablon était fermée entre 1580 et 1585, c'est-à-dire quelques années à peine après l'exécution du tableau. Donc peut-être a-t-il disparu à ce moment-là, ou plus tard, lors de la Révolution, lors des grandes transformations de l'Église au XIXe siècle. En tout cas, on n'en a aucune trace. Mais voilà, l'espoir est toujours de mise et on peut espérer le retrouver un jour.